En toute transparence, je m'attendais à pulvériser ce film à l'acide en écoutant du métal, tout en faisant des pauses pour aller massacrer mon sac de frappe. Pourtant, mesdames, en faisant abstraction de la forme, je suis forcé de saluer la présence d'un fond, comme de qualité artistique indéniable. Cependant, comme un simple avis a autant de poids qu'une flatulence, j'ose plutôt vous proposer le projet d'affirmer que cette critique aussi objective que possible va réconcilier les deux sexes sur ce film. Oui, rien que ça. Bon, par contre, n'espérez rien de similaire pour Twilight. Cette franchise est consternante de nullité et devrait donner la nausée à n'importe quel homme normalement constitué. Peste soit de cette création pseudo-artistique. Enfin, pour en revenir à Wicked, j'en suis le premier surpris, hein. Mon genre préféré étant l'heroic fantasy, vous vous doutez que je ne suis pas le meilleur client de Wicked avec ses couleurs bonbons et son style vestimentaire particulier. Bon, pareil pour ce qui est des comédies musicales, le concept me donne de l'urticaire. Quelle idée saugrenue d'insérer des clips de musique dans un film. Certes, c'est un genre qui permet d'aller très rapidement à l'essentiel, puisque si le chant oblige de simplifier le texte, en revanche, la combinaison de la musique et de ce texte parvient à nous émouvoir, même si sa lecture nous aurait ennuyé. Or, c'est précisément ce que je reproche à la comédie musicale. Le procédé est trop facile, c'est un peu trop simple de tirer une larme au public grâce à ça, et donc ça retire à la complexité littéraire de l'œuvre. Donc oui, l'énorme défaut, déjà, c'est que c'est bien une comédie musicale, il n'y a pas de doute, mais l'énorme point positif, c'est que le côté dans ta face de la comédie musicale est sauvé par des nuances qui sont apportées sur le fond de tous les thèmes abordés. Alors, la suite vous permettra de comprendre parfaitement ce que je veux dire. Toutefois, avant de vous enquiquiner avec la lecture méta du film, pour l'heure, restons sur la forme. Bon, la première scène, ok, je sais que le magicien d'Oz date de 1939, mais on aurait vraiment cru voir des soldats de la nation de la Terre, tout droit sortis du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, à cause de leur costume vert. Bon, pire encore, la façon qu'a Elphaba d'utiliser son balai ressemble à s'y méprendre à la façon que pouvait avoir Aang d'utiliser son bâton pour pouvoir voler. Surtout au moment où elle atterrit lentement comme portée par une bourrasque de vent. Puis le plan où on nous montre Elphaba en vol qui disparaît de notre point de vue grâce à une énorme accélération. C'est du Man of Steel de Zack Snyder tout craché. Globalement, il y a une gestion des couleurs qui est intéressante dans ce film, ça, on ne peut pas dire le contraire, notamment avec des contrastes intéressants, par exemple entre les espèces de briques jaunes pétards et l'environnement naturel. De même, juste après, on a ce plan intéressant là où on a un soldat qui court en ligne droite, coupant ainsi une multitude de lignes de fleurs qui quadrillent le plan d'ensemble. Ensuite, les décors sont variés, plutôt inventifs, avec encore une fois une audace dans les couleurs saturées ou dans les matières choisies pour les construire. Ça peut ne pas être du goût de tout le monde, mais il faut être juste et saluer la prise de risque. En passant maintenant sur le fond, dès le moment où on a Dorothy là, qui se fait mousser par ses subalternes dans un plan typique de la comédie musicale, nous surlignant avec la grâce d'un camionneur aviné qu'elle est la meilleure, qu'elle est sans défaut, il m'a fallu relire tout Épictète et Marc Aurèle pour ne pas fermer mon ordinateur et me dire non, je ne vais pas m'infliger ça. Autre point pénible, ces subalternes, il n'y en a aucun qui reçoivent une notation inférieure à bien pour son travail. Ils sont des reflets les uns des autres par le partage d'une absence totale d'esprit critique. On est vraiment dans une démarche de psychologie bien pensante qui ne jure que par les affirmations positives, c'est-à-dire une démarche qui consiste à rejeter toute forme de négativité, même quand elle est constructive. Or, tout cela mène à bien des dérives, dont la plus grave consiste à exagérer la gravité de toutes les choses mauvaises qui peuvent arriver. Si vous voulez, cette doctrine elle est stupide puisqu'elle ne fonctionne que si vous vivez dans un environnement où tout le monde suivrait cette règle à la lettre.
Bon, j'imagine que personne n'a trop de difficultés à concevoir que ce n'est pas du tout réaliste d'espérer vivre en société sans jamais recevoir de commentaires désagréables ou de subir des actes mal intentionnés. Dans la même veine, le film poursuit sur cette lancée en montrant que Dorothy jouit d'une cote de popularité qui nous donnerait presque du diabète tellement elle est sucrée. Très rapidement, on espère que cette façon de la dépeindre va être renversée à un moment ou un autre du film. Mais, ô joie, quelques instants après, le film nous montre le décalage entre cette posture d'affirmation positive et la réalité de leur comportement qui vient en fait vraiment renforcer la dénonciation de l'hypocrisie de cette attitude en montrant le décalage entre la prétention de certains être capables de ne faire aucun tort à autrui et la réalité de ce qu'ils font. Le film en a bien conscience et ne s'arrête pas là, puisque celle que tout le monde appelle Madame Horrible se trouve en fait être la personne qui assure le fonctionnement du royaume dans son état actuel. Puisqu'en vérité, si Dorothy est adorée de tous, elle n'est qu'une marionnette, elle n'est qu'une affiche séduisante, puisque c'est uniquement grâce aux artifices du magicien d'Oz et de Madame Horrible que la population pense qu'elle a des capacités de magicienne alors qu'elle n'en a aucune. Là où c'est intéressant, c'est que c'est montré de façon à nous faire quand même bien comprendre que l'entreprise du magicien d'Oz et de Madame Horrible serait impossible si la majorité de la population ne crée pas, presque par elle-même, j'allais dire, des excuses pour tous les échecs de Dorothy, juste parce qu'elle a cette personnalité candide et une apparence agréable. Là où c'est quand même bien trouvé, c'est que c'est une dénonciation de l'effet de halo, qui consiste assez simplement dans le fait que si vous êtes attirant physiquement, eh bien les gens vous percevront comme plus compétent que vous ne l'êtes en réalité. Mais encore plus, je dirais, c'est que cette allégorie, elle peut servir à tenir des discours multiples, parfois contradictoires d'ailleurs, puisqu'on peut y voir une critique à l'encontre des dirigeants politiques en nous mettant en garde contre le fait que le crédit que l'on peut leur accorder est souvent le fruit du seul stratagème de communication et de la tendance de la majorité de la population à respecter des personnes qui sont présentées comme étant détentrices d'une autorité, un respect de l'autorité qui va jusqu'à donner une décharge électrique mortelle à un autre être humain pourvu qu'un bonhomme habillé en blouse blanche vous l'ordonne, comme a pu le montrer l'expérience de Milgram. Je vous laisserai faire vos recherches internet là-dessus. On peut également quand même y voir une référence au discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui en gros en substance dénonce la même chose, avec bien plus de développement et de finesse littéraire évidemment. Or si c'est bien ce sens-là que le film voulait nous véhiculer, j'approuve grandement. Par contre, si l'intention réelle c'est d'utiliser ce postulat pour tenir un discours victimaire larmoyant, c'est un grand non. Ce qui est d'ailleurs extrêmement gênant chez ces gens qui pleurent sans cesse sur le fait que certains sont plus riches et plus puissants qu'eux, c'est qu'ils se mettent dans l'état d'esprit très malsain qui consiste à penser qu'il n'y a rien de plus important et d'agréable dans la vie que d'avoir ces choses-là. Ils en font un objectif supérieur à tout autre. Forcément, ils ne peuvent être que malheureux comme ça. On a quand même une dichotomie intéressante entre Elphaba et Dorothy, autant sur la forme que sur le fond, puisque elle a plusieurs niveaux de lecture. Mais si je dois résumer grossièrement, c'est que Elphaba représente les forces de la nature qu'elle contrôle par la magie, est persécutée par la société et les humains, tandis que Dorothy, qui est adulée par la société, par les autres êtres humains, elle appartient entièrement au monde de la technologie, qui ironiquement utilise les matériaux offerts par la nature et ne fait que les transformer pour ses besoins. En subtilité supplémentaire, c'est que si, comme je le disais, Elphaba est victime d'une injustice commise par la société et que Dorothy est victime d'une injustice commise par la nature, en soi, l'une comme l'autre n'ont aucun moyen de changer cet état de fait.
Et d'ailleurs, c'est un des grands propos du film, qui est au fond très fataliste et déterministe, puisque, en gros, il nous montre bien que Elphaba, malgré tous ses efforts, sa grande patience face à toutes les horreurs qu'elle peut subir, en fait, rien de ce qu'elle n'a pu faire n'a véritablement changé la façon dont elle pouvait être traitée. Et de façon tout à fait semblable, Dorothy, elle est toujours aussi victime de ce que la nature a refusé de lui donner. C'est là une triste réalité de la condition humaine. À ce que vous considérez, vous, comme un trésor inestimable, eh bien pour une autre personne, ce n'est qu'un vulgaire tas de poussière. Alors dites-vous qu'il envie lui-même quelqu'un d'autre à son tour. Non, c'est là où quand même, voilà, il y a une justesse, il y a une vérité dans ce film qu'il faut saluer. Ah et forcément, pour moi, un des grands points quand même positifs de ce film, c'est que on a enfin un héros masculin qui coche presque toutes les bonnes cases de l'héroïsme. On nous montre bien qu'il a en fait toutes les raisons de faire le choix facile du confort, de la vie avec Dorothy, de faire en gros ce qui est agréable, et il choisit tout l'inverse. Et là où c'est quand même au fond très cynique, c'est que le film apporte cette nuance où on ne sait pas vraiment bien si c'est parce qu'il considère que c'est juste de défendre Elphaba qu'il le fait, ou si c'est parce qu'il en est profondément amoureux. Autre chose assez intéressante, c'est que, en gros, Fiyero, il est prisonnier de l'image de couple parfait qu'il est censé former avec Dorothy, et si elle apprécie cette situation, ce n'est pas du tout son cas. D'ailleurs, il lui dit ses 4 vérités, notamment soulignant que malgré les choses horribles que son peuple désire commettre contre Elphaba, Dorothy trouve toujours plus précieux d'être aimée des autres, de ses sujets, que de faire ce qui est juste en défendant Elphaba. Sa réponse à elle tape aussi dans le mille, puisqu'elle lui dit qui pourrait résister. Et là encore, le dialogue fait mouche, puisque, soyons honnêtes, si l'on peut reprocher beaucoup de vices à nos dirigeants, le problème c'est que la plupart d'entre nous feraient exactement le même genre de choses. C'est simplement l'occasion de profiter de nos places dans la société qui nous fait défaut la plupart du temps. Oui, ça me fait très mal de l'admettre, mais bordel, ce film est bien écrit. Bon, après, il faut dire que c'est une adaptation assez fidèle du roman de Gregory Maguire, Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Magnifique accent anglais, je sais. De manière très logique, la chanson qui suit cette scène nous dit que réaliser ses rêves serait la clé du bonheur, alors que Dorothy, par son attitude corporelle, par ses mimiques, nous montre tout l'inverse, afin de souligner à quel point l'idée est fausse. Pour moi, c'est un sans faute, puisqu'à la fois, le propos est amené subtilement et qu'il touche à une vérité. Le bonheur est très simple à trouver, mais extrêmement difficile à conserver. Pour cela, il suffit de ne pas renier ce qui compte vraiment dans la vie, en donnant la priorité aux choses saines. Pour prendre un exemple parlant, si vous voulez devenir professionnel dans un domaine, et que pour vivre de cette activité, vous êtes prêt à n'avoir du temps pour rien d'autre, ou à trahir ceux qui vous témoignent une confiance sincère, ce sera évidemment extrêmement néfaste pour vous de choisir de réaliser cet objectif. Le bonheur, c'est une question très basique. Ce que vous gagnez, vaut-il réellement le prix que vous payez pour l'obtenir ? En soi, si par chance vous pouvez vivre de l'activité en question sans aucun sacrifice, eh bien bravo à vous, vous avez tout gagné dans la vie. Cependant, on ne va pas se mentir, c'est un cas de figure très hautement improbable, et la difficulté la plus commune, c'est que certains font l'autruche dès qu'il faut réfléchir à ça. Ils refusent de penser à ce qu'ils payent, à ce qu'ils obtiennent, puisqu'ils ne pensent qu'au fait que ce qu'ils vont gagner va hypothétiquement changer leur vie pour le mieux. À aucun moment ils ne pensent de façon pragmatique à ce qu'implique ce qu'ils vont gagner. D'ailleurs, le film continue son développement sur ce thème en nous donnant une illustration parfaite de ce postulat de départ, car oui, ma formule du bonheur marche également sur les objectifs en amitié ou en amour. La sœur d'Elphaba, Nessa, avait pour objectif de vivre une relation amoureuse avec Boq. Alors, en voyant que son objectif ne peut pas être atteint, elle choisit de piétiner la relation de réelle amitié qu'elle avait, au nom de ce rêve qu'elle avait d'une relation amoureuse.
Le tout plutôt que d'accepter sereinement qu'elle n'avait tout simplement pas de moyens d'accéder à son objectif. Le film nous ramène ensuite à un autre sujet, qu'ils abordent en soulignant la véritable importance de l'attachement à la Terre, dont le plus bel argument est des plus romantiques, de façon basique. Le lieu où nous avons vécu le plus longtemps, notre pays, c'est celui envers lequel notre construction mentale, comme notre mémoire, a le plus de bonnes raisons de s'attacher, et cela suffit. Il n'y a pas de meilleure raison que cela. Autre subtilité importante d'Elphaba, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'elle est en grande partie responsable de la situation, puisqu'elle a donné au magicien d'Oz le moyen d'opprimer le royaume grâce au singe volant. On peut y voir une forme de vision chrétienne là-dedans, puisque le magicien d'Oz est une allégorie à peine voilée de Satan, puisque sa première tentative face à un refus, c'est toujours de charmer par la ruse, et c'est uniquement si ces ruses échouent qu'il emploie la force. Et si vous voulez, c'est réellement pour moi une allégorie de Satan, puisque le magicien d'Oz, il n'est capable de triompher que si vous acceptez de vous soumettre. Il ne triomphe qu'à cause de la lâcheté de tous ceux qui collaborent avec lui. D'ailleurs, ça permet également une allégorie tout à fait politique, allégorie qui est appuyée par le détail suivant. Lorsque le magicien d'Oz joue avec le globe gonflable, c'est une référence directe au film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, qui s'insère parfaitement dans le thème chanté par le magicien d'Oz, étant donné que le personnage joué par Chaplin est un pastiche d'Hitler, qui lui aussi utilisait un mélange de propagande grandiloquente et coûteuse, assurant la soumission de la partie docile de son peuple, et une féroce répression armée contre tous ceux qui résistaient à son autorité. Difficile de ne pas voir le rapprochement entre le magicien d'Oz et ses figures de dictateurs. En l'occurrence, l'analogie va encore plus loin, puisque Fiyero est puni pour avoir sauvé Elphaba du sort qu'il attendait. On peut également voir en cela une référence au sort réservé à ceux qui, dans un système totalitaire, protègent ceux que le système désigne injustement comme ses ennemis. Par exemple, sous l'URSS de Staline, il n'y avait pas besoin d'avoir commis d'actes réellement répréhensibles pour vous envoyer au goulag. Votre origine ethnique, votre classe sociale et bien d'autres motifs tout aussi arbitraires suffisaient. L'autre clin d'œil évident, c'est pour filer la référence à Chaplin, c'est le sort des braves qui ont permis aux juifs et aux tziganes de ne pas subir l'horrible destin que leur réservait le Troisième Reich. Mais je dois encore donner un bon point au film, tant pour le décor du château de la sorcière, avec ses colonnes vides au centre, qui ressemblent à des dents, et donnant l'impression d'être dans la bouche d'un géant. Mais il faut aussi admettre que Cynthia Erivo, elle a quand même une belle performance vocale. Elle est justement intéressante, parce que l'on entend une voix suffisamment naturelle dans son placement ou sa justesse, dans ces petites imperfections humaines, pour se dire que là, contrairement à des Taylor Swift et autres, l'ingénieur son n'est pas l'unique responsable de la qualité de ce que l'on entend. Ariana Grande, elle aussi, n'a pas trop de modifications sur ses chants, bien que je mettrai ses performances un peu plus basses que celles de Cynthia. Détail cocasse du choix de casting d'Ariana Grande pour le rôle de Dorothy, il suffit de la regarder pour constater que sa vie n'est pas si épanouissante que l'on pourrait le croire. Elle est clairement marquée au niveau du visage. Toute personne un peu honnête le reconnaît. Pour conclure, même si le film fait une petite pirouette à la fin pour avoir un semblant de fin heureuse, pour autant l'histoire a eu de graves conséquences sur les personnages. Elles ne sont pas totalement effacées. Fiyero est quand même devenu un homme de paille, c'est quand même pas terrible. Et Elphaba doit vivre dans l'isolement le plus total. Et je réitère donc, c'est un bon film, mais duquel
C'est un bon film, mais duquel je ne suis pas du tout le public cible, tout simplement. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.